Après un portage de Horizon Forbidden West PC qui était quand même plutôt réussi, aujourd'hui on va aller voir un jeu où c'est quand même beaucoup moins le cas, Dragon's Dogma 2, allons-y c'est parti. Alors, Dragon's Dogma 2, eh bien, je vais vous surprendre, c'est la suite de Dragon's Dogma, et c'est vrai qu'on pouvait en douter, puisque sur l'écran titre du jeu, par exemple, eh bien, c'est écrit Dragon's Dogma, mais le 2 est absent, et pour avoir joué au premier à l'époque, alors ici c'est bien le 2, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Alors, le jeu est sorti depuis quelques jours, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a déjà fait pas mal parler de lui, puisqu'il y a eu quand même plusieurs polémiques, puisque le titre propose un triple combo de trucs nuls, à savoir des nouveaux, on en reparlera plus tard, des microtransactions pour un jeu solo et une optimisation processeur absente. Donc bon, pour les microtransactions, alors je vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais grosso modo, oui, les microtransactions, pour un jeu solo, c'est assez absurde. Il y a quelques années, on appelait ça des cheat codes, et on devait soit faire un mot de passe ou une manip sur les manettes dans les menus pour débloquer divers bonus dans les jeux. Alors la bonne nouvelle ici, si on peut dire, c'est que les services proposés dans les microtransactions du titre sont pas vraiment très utiles, et si ces microtransactions étaient complètement absentes, ça changerait rien au jeu en fait. Je pense pas que ces microtransactions aient influé le design du jeu non plus, puisque si vous avez joué au premier Dragon's Dogma, dans les mécaniques et tout ça, il y a énormément de similitudes. Donc vu ce qui a été rajouté là en microtransactions, c'est pas vraiment hyper utile. Alors après, une fois que j'ai dit ça, j'aime pas du tout cette nouvelle mode de rajouter des microtransactions dans les jeux solo payés plein pot. On n'est pas sur des free-to-play ou des gacha games ici, puisque même si on peut arguer que les microtransactions sont inutiles, comme dans d'autres titres solo chez Capcom, et d'autres éditeurs également, et même si ça fait une paire d'années qu'on envoie des microtransactions dans les jeux solo, le fameux cheval sur Oblivion, c'est vrai que quand on met dans la balance aussi que Capcom essaie également de bloquer le modding ces derniers temps, on peut aussi clairement imaginer les dérives possibles par la suite. De voir une levée de bouclier de la part des joueurs sur la question actuellement, je le comprends tout à fait. Pourquoi ça éclate maintenant par contre pour ce jeu-là et pas sur les autres avant, j'en sais rien. Un trop-plein ou un ras-le-bol des joueurs peut-être, mais bon. J'espère que cette histoire permettra peut-être un petit peu de calmer les éditeurs sur ce sujet aussi. Je sais plus parler. Malgré tout ça, le jeu semble quand même rencontrer un certain succès, puisque si on regarde la page SteamDB du titre, il y a pas mal de monde dessus depuis sa sortie, et c'est un plutôt bon score, et c'est un plutôt bon lancement pour un jeu solo, même comparé à Resident Evil 4 Remake de chez Capcom aussi, donc comme bien souvent, malgré pas mal de bruit, malgré pas mal de problèmes, si le jeu plaît, ça se vend quand même. Donc bref, oui, Dragon's Dogma, alors personnellement j'avais bien aimé le premier, et le second a clairement l'air d'être dans la même lignée que celui-ci, et peut-être même un petit peu trop par certains côtés, puisque que ce soit dans son histoire, la manière dont elle est racontée, avec les PNJ, tout ça, les animations faciales, assez nulles, le monde ouvert avec un design quand même assez vieillot, et même si le jeu n'est pas moche et qu'il y a des trucs vraiment très sympas graphiquement parlant, on est très loin d'une claque graphique. Donc c'est vrai que le jeu fait très old school sur pas mal de plans, et c'est vrai que ça ressemble peut-être un petit peu trop par certains côtés au premier Dragon's Dogma, et ça n'a pas énormément évolué point de vue gameplay, je dirais, depuis un jeu qui est sorti quand même en 2012. Il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis entre deux, qui ont quand même pas mal fait évoluer la formule, et même si le côté old school, je dirais, moi, il me dérange pas trop, puisque c'est vrai que le jeu, il a son petit style, c'est un poil différent des RPG classiques, même si on est plus sur du action RPG que du vrai RPG. Bon, ça sera pas le jeu de l'année, et ça veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas l'apprécier, tout comme moi je l'aime bien, mais bon, on n'est pas sur Baldur's Gate 3 ou Elden Ring, ou même The Witcher 3. Dragon's Dogma 2, ça plaira pas à tout le monde, donc je vous invite vraiment à bien vous renseigner sur le titre, avant de passer à la caisse, pour éviter d'être déçu. Et si vous êtes déjà passé à la caisse et que vous appréciez le jeu, comme moi j'aime bien le jeu aussi, tant mieux pour vous, et tant mieux pour moi aussi, il y a parfois des jeux comme ça qui sont un petit peu bancals, et pourtant, moi, je les aime beaucoup. Les jeux un petit peu cassés, qui sont pas parfaits. Là, je trouve que Dragon's Dogma, ça a toujours eu un petit truc. Après, on aime ou on n'aime pas. Chacun son truc. Mais bon, revenons à la technique. Alors, ouais, des niveaux déjà. Alors, comme d'habitude, ça limite le nombre d'activations journalières, puisqu'à chaque changement de processeur, même sur la même carte mère, ça compte comme une activation. Et quand vous voulez faire des benchmarks côté processeur sur un titre qui a des problèmes de performance avec les processeurs, c'est pas pratique. Même si oui, ça c'est plus chiant pour moi que pour vous, mais pour les joueurs, apparemment, j'ai entendu dire que si vous effacez vos fichiers de sauvegarde, puisque le jeu il a un système de sauvegarde unique, ce qui est une très mauvaise idée je trouve pour plusieurs raisons, ça compte comme une activation pour des niveaux, donc
si vous voulez refaire votre personnage plusieurs fois par exemple, ben ça pourrait bloquer du côté de Denuvo au niveau du nombre d'activations journalières. Alors je sais pas si c'est vrai, parce que j'ai pas pu le vérifier par moi-même, mais en tout cas, bon, faites attention si vous êtes concerné. Sinon, le jeu tourne sur le RE Engine de chez Capcom, qu'on a déjà vu utiliser sur les derniers jeux de Capcom, hein, Resident Evil, Street Fighter 6 ou même Exoprimal, et même si j'aime bien les moteurs propriétaires pour plein de raisons, on sait aussi que parfois ça peut poser des problèmes. On se souviendra chez Electronic Arts des soucis du Frostbite sur Mass Effect Andromeda par exemple, et là pour le RE Engine, on sait que c'est vraiment un très bon moteur dans les Resident Evil ou même sur Street Fighter 6, par contre, est-ce que celui-ci est vraiment adapté pour du monde ouvert ? Apparemment pas trop, ou pas encore. On avait déjà vu pour Resident Evil 4 qu'il y avait des soucis de stutter avec le moteur, qui n'ont jamais été vraiment corrigés sur PC non plus d'ailleurs. Et là pour Dragon's Dogma 2, on a aussi des problèmes de stutter assez souvent quand on se promène dans l'open world, même si c'est pas incroyablement hyper gênant. Mais le plus gros problème que rencontre le jeu, c'est quand on est dans une des grandes villes. Ça stutter vraiment de malade, et c'est pas un problème uniquement sur PC d'ailleurs, il y a exactement le même souci sur console. Donc c'est pas la faute de Denuvo, même si ça aide probablement pas non plus. Apparemment le moteur ne gère vraiment pas très bien l'intelligence artificielle des nombreux PNJ, ce qui fait qu'on a des chutes de performance à longueur de temps quand on se déplace en ville, comme vous pouvez le voir ici. Et même si Capcom a fait en sorte parfois que les PNJ apparaissent au dernier moment pour atténuer le problème, c'est toujours vraiment mauvais. Et c'est quand même limite honteux de sortir le jeu dans cet état-là, puisque même si ça n'impacte pas vraiment l'action, vu que c'est principalement en ville que ça pose problème, ça reste hyper désagréable, et c'est un problème d'optimisation et de moteur ici, puisque juste mettre un processeur plus puissant, ça n'effacera pas le problème, au mieux, ça atténuera légèrement la chose. Alors du coup, on va aller voir comment ça se passe justement avec les processeurs. Pour le test d'aujourd'hui, alors j'ai pas fait de test comme j'ai pu les faire pour Horizon il y a quelques jours, j'ai fait comme pour Lords of the Fallen, à savoir qu'on va faire des petits duels entre les différents GPU et processeurs, tout simplement déjà parce que des nouveaux, et aussi parce que le jeu est vraiment pas bien opti du tout. Je pense qu'il aura le droit à un paquet de patchs par la suite, du coup, on va plus aller voir comment il se comporte dans les grandes lignes avec différents GPU dans différentes résolutions, mais je vais pas faire la batterie de test comme j'ai pu le faire pour Horizon. Alors on commence avec la plateforme M4 avec le 5800 X3D et le Ryzen 3600. Alors comme vous pouvez le voir, le Ryzen 5800 X3D a de meilleurs FPS moyens. Par contre c'est vrai qu'au niveau des chutes de FPS, en réalité les deux processeurs sont assez proches. Le paradoxe ici, c'est que comme le Ryzen 3600 tombe de moins haut je dirais, et que les chutes sont tout aussi violentes, en réalité c'est moins gênant avec le Ryzen 3600 qu'avec le 5800 X3D. Ce qui est quand même assez rare, puisque c'est vrai que souvent les stutters sont amoindris par un processeur X3D par rapport à un processeur classique. Bon, sur ce jeu-là, c'est moins désagréable avec le Ryzen 3600, et c'est peut-être aussi pour ça, par exemple, que le jeu est capé à 30 FPS sur console, puisque ça évite justement d'avoir de grosses chutes de FPS. Donc bref, c'est vraiment pas terrible. Alors on passe ensuite sur l'i7 14700K et le 7800 X3D. Bon, j'ai dû zoomer un petit peu sur l'image pour le 14700K puisque le HUD était vraiment très petit avec les performances. Et ce qu'il est important d'observer ici, c'est qu'en fait, le jeu est moins désagréable à l'utilisation sur le 14700K que le 7800 X3D. Puisqu'au niveau des chutes de FPS, ça passe mieux sur la plateforme Intel ici. Puisque dans l'ensemble, je trouve les chutes moins violentes sur le 14700K que sur le 7800 X3D. Et c'est vrai que c'est assez rare pour être souligné, puisque par exemple sur Baldur's Gate 3, c'est l'inverse. On avait des gros ralentissements par exemple dans l'acte 3, et c'était amoindri grâce au X3D. Sur Dragon's Dogma 2, c'est pas le cas. Donc sur ce jeu-là, c'est la plateforme Intel qui l'emporte. Et c'est vrai que si j'avais le choix d'une plateforme ou de l'autre pour jouer au jeu, pour l'instant je préférais jouer avec la plateforme Intel. Et donc on commence avec les petites cartes, la GTX 1060 et l'Arc A390 Intel. Bon, ce qu'on peut noter ici, c'est que très clairement, c'est à l'avantage de la GTX 1060. Malgré tout, les deux cartes sont en dessous des 30 FPS de moyenne. Alors on est en détail élevé, on peut bien évidemment passer en détail bas, il n'y a que 2 settings dans le jeu. Et on peut modifier un petit peu les choses également après à la main. Mais là, très clairement, pour les deux cartes, c'est quand même très très limite. Il faudra faire plus de concessions. J'ai également fait quelques tests avec le FSR. Il y a le FSR 3 sur le titre, mais uniquement l'upscaling, il n'y a pas le frame generation. Et c'est vrai que pour la 1060, je perdais en performance, en 1080p élevé. Donc, ça valait pas le coup de l'activer. Du coup, il faudra faire d'autres concessions ailleurs. On continue avec deux cartes, encore une fois, assez anciennes, on va dire. La 1080 Ti et la RTX 2060, toujours en 1080p détail élevé.
Alors, c'est à l'avantage de la 1080 Ti qui a toujours été plus performante que la 2060, mais c'est vrai que celle-ci n'est pas si loin derrière que ça. On est plus ou moins au même niveau de performance, même si la 1080 Ti a un avantage. Donc pour les deux cartes, je dirais que c'est jouable, mais pour avoir du 60 FPS constant en extérieur, on va dire, il faudra faire quelques petites concessions. J'ai également voulu voir comment la 2060 se comportait avec le ray tracing d'activer sur le titre, donc on est en 1080p, avec ray tracing, avec le DLSS en mode quality. Et bien on voit que la 2060 s'en sort pas si mal que ça. Donc c'est vrai que le ray tracing sur le titre est pas vraiment hyper demandeur de ressources, ce qui est quand même assez rare. Alors après, sur ce jeu là, il y a uniquement l'illumination globale, il n'y a pas les ombres, il n'y a pas de reflets et tout ça, et c'est vrai que dans l'ensemble c'est quand même plutôt light. Alors personnellement j'aime mieux le rendu avec l'illumination globale avec le ray tracing que sans, mais on n'est clairement pas sur quelque chose d'indispensable. C'est plus à l'appréciation de chacun. Activez-le, désactivez-le, voyez ce que vous préférez, puisque comme on va le voir après aussi, hein, pour toutes les cartes c'est plus ou moins la même chose, le RT n'est pas si gourmand que ça. On passe sur des cartes, je dirais, d'entrée de gamme actuelle, la RX 6600 et l'Arc A750, toujours en 1080p détail élevé. Ce qu'on peut noter ici, c'est que les deux cartes sont assez proches, même si ça semble être légèrement à l'avantage de la 6600, qui se maintient un petit peu mieux sur le titre. Malgré tout, comme pour les deux cartes juste avant, on est en dessous des 60 FPS constants. Et une fois qu'on active le ray tracing avec de l'upscaling, en 1080p toujours pour ces deux cartes-là, on voit qu'au final, ça reste à l'avantage de la carte d'AMD, qui semble se maintenir un petit peu mieux, ce qui est assez surprenant, puisque que ce soit sur la moyenne ou les 1%, c'est vrai que la 6600 s'en sort un petit peu mieux ici. On passe ensuite sur la bataille 3060 Arc A770, alors c'est à l'avantage de la 3060, très clairement, elle a de meilleures performances que ce soit sur la moyenne ou les 1%, elle s'en sort quand même beaucoup mieux dans l'ensemble, et c'est vrai qu'ici encore, comme pour la 750, la 770 a quand même du mal à maintenir un 60 FPS constant. La 3060 n'y est pas totalement non plus, mais elle est quand même beaucoup plus proche dans l'ensemble. Donc c'est vrai que de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, le jeu semble quand même plus apprécier les drivers des GeForce pour l'instant que ceux de chez Intel ou même d'AMD. On verra comment ça se passe par la suite. Une fois qu'on active le ray tracing, toujours avec de l'upscaling, les écarts de performance restent plus ou moins les mêmes. La 3060 tourne toujours très proche des 60 FPS tout en n'étant pas vraiment hyper constant, et la 770 tourne plus aux alentours des 45-50. Ici encore, c'est à l'avantage de la 3060. Alors on passe maintenant sur un battle du milieu de gamme de la génération précédente avec la 3060 Ti et la 6700 XT, et très clairement sur le jeu, la 3060 Ti a l'avantage, puisqu'on voit que là la 6700 XT est quand même un cran en dessous. Est-ce que c'est une histoire d'optimisation des drivers ou quelque chose d'autre? Je sais pas, mais pour l'instant, en l'état, avec les drivers qui sont sortis pour le jeu, c'est à l'avantage des GeForce jusqu'ici. Et quand on active le ray tracing avec ces deux cartes-là, c'est sans grande surprise toujours à l'avantage de la 3060 Ti qui s'en sort mieux. On est toujours avec de l'upscaling, et je trouve quand même que la 6700 XT s'en sort pas si mal que ça. Ça a jamais été un foudre guerre au niveau du ray tracing, donc on voit que sur ce titre-là, il n'est pas très lourd. On enchaîne avec deux cartes qui sont souvent très proches, c'est l'entrée de gamme de la génération actuelle, la 4060 et la 7600, toujours en 1080p détail élevé. Et bien on voit que les deux cartes sont ici encore comme d'habitude, toujours très proches, mais c'est à l'avantage de la 4060 malgré tout d'une courte tête. On voit que dans l'ensemble, on a quelques FPS de plus, que ce soit au niveau de la V-Reg ou des 1%. C'est un petit peu comme depuis le début, je dirais. Et en activant le ray tracing avec upscaling, pas de surprise, c'est toujours à l'avantage de la 4060 ici, qui creuse un petit peu plus l'écart que sans ray tracing, ce qui n'est pas hyper surprenant. On monte en gamme maintenant avec la 4060 Ti et la 7700 XT, toujours en 1080p, et bien on voit qu'on atteint difficilement les 100 FPS de moyenne. On y est presque, mais on n'y est pas totalement. On peut voir par contre qu'ici c'est à l'avantage de la 7700 XT, ce qui n'est pas vraiment surprenant. C'est vrai que dans la plupart des jeux, la 7700 XT est souvent quand même un petit cran au-dessus des 4060 Ti 8 ou 16 Go, et sans grande surprise non plus, quand on active le ray tracing, la 4060 Ti passe maintenant très légèrement devant, même si globalement, c'est plus ou moins la même expérience de jeu. Donc dans l'ensemble, on voit que en rasterisation, la 7700 XT a l'avantage, avec le ray tracing, le 4060 Ti est très légèrement devant, mais en 1080p, les deux cartes sont au global vraiment très proches. On passe sur la gamme du dessus avec la 4070 et la 7800 XT, mais on est en 1440p maintenant, en détail élevé toujours, et on voit que c'est plus ou moins les mêmes performances
que la 7700 XT et 4060 Ti en 1080p. On est presque aux 100 fps de moyenne et on voit que les deux cartes sont vraiment très proches avec un très léger avantage, je dirais, pour la 7800 XT, puisque la 7800 XT dans la plupart des jeux est quand même un petit cran au-dessus en rasterisation par rapport à la 4070. Mais comme le jeu semble apprécier les GeForce, ben c'est vrai qu'ici l'écart est quand même relativement mince. Avec le ray tracing d'activer, toujours avec de l'upscaling, DLSS ou FSR Quality, en 1440p ici, bon, bah c'est à l'avantage de la 4070 qui s'en sort mieux avec le ray tracing d'activer, c'est quand même la plupart du temps le cas. On retrouve ensuite la 4070 Super et la 7900 GRE, et là on voit ici que c'est encore une fois un match plutôt serré, même si au niveau du 1%, bah la 7900 GRE ici est un petit peu plus à la peine que la 4070 Super. Bon, je sais pas trop pourquoi, hein, mais c'est vrai que les performances du jeu sont dans l'ensemble assez fluctuantes, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que comme pour les 7800 XT et 4070, bah on a quand même du mal à passer au-dessus des 100 fps de moyenne, hein. C'est quand même très compliqué. Et quand on active le ray tracing, bon bah je vous surprends pas trop en vous disant que la 4070 Super a l'avantage sur la 7900 GRE, c'est plus ou moins la même chose depuis le début. On monte encore d'une gamme avec la 4070 Ti Super et la 7900 XT qui sont assez proches à l'heure actuelle au niveau du tarif, et c'est à l'avantage de la 7900 XT en rasterisation. La 7900 XT, c'est vrai qu'elle est un petit cran au-dessus au niveau des performances la plupart du temps en rasterisation. On est à peine au-dessus des 100 fps de moyenne pour les deux cartes, même si la 7900 XT est plus proche des 110, 115, voire parfois 120. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des 1%, c'est un petit peu comme avec la 7900 GRE, ça semble être un petit peu plus compliqué pour les cartes sur Navi 31. Donc je sais pas ce qui se passe ici, mais les performances ont l'air un petit peu plus stables sur les RTX 4000. Et avec le ray tracing d'activer, ben ça reste toujours très légèrement à l'avantage de la 7900 XT en ce qui concerne les performances en moyenne. Par contre, on semble toujours avoir un léger avantage sur les 1% pour la 4070 Ti Super. Alors j'ai également voulu voir ce que ça donnait pour ces deux cartes là en 4K, puisque je trouve qu'elles sont vraiment à la frontière entre des cartes pour le 1440p et la 4K. Et bien comme on peut le voir, le classement change pas beaucoup, mais j'ai même l'impression que l'écart se creuse un petit peu plus en faveur de la 7900 XT en ce qui concerne la rasterisation. Par contre, c'est vrai que là où la moyenne des FPS est à l'avantage de la 7900 XT, ben par contre au niveau des 1%, ça a quand même l'air d'être assez proche entre les deux cartes. Donc en réalité, la sensation de fluidité entre les deux reste assez proche. 4K ray tracing avec le DLSS et le FSR en mode équilibré, en mode balanced, eh bien on peut voir que là, les deux cartes sont un petit peu plus proches qu'avec le ray tracing en 1440p. Donc on voit que quand on augmente la charge, ben c'est un petit peu plus à l'avantage des RTX, ce qui n'est pas hyper surprenant du point de vue ray tracing. Malgré tout, les deux cartes ici sont assez proches. Au niveau des performances, c'est plus ou moins la même expérience de jeu. 4K détail élevé toujours avec la 4080 Super et la 7900 XTX. Eh bien on peut voir que les deux cartes sont assez proches, même s'il y a un léger avantage pour la 7900 XTX ici, en ce qui concerne les performances en moyenne. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du 1%, ben, les cartes de chez Nvidia semblent être un petit peu plus à l'aise sur le titre. C'est quelque chose qu'on a vu maintenant avec plusieurs cartes. Et une fois qu'on active le ray tracing avec de l'upscaling en 4K, eh bien les deux cartes restent quand même très proches, avec maintenant un léger avantage pour la 4080 Super. Mais c'est vrai que le jeu n'est pas hyper gourmand du point de vue de son ray tracing, ce qui permet à la 7900 XTX de rester quand même très proche, avec toujours, hein, il semble, un avantage au niveau des 1% pour les RTX 4000. Et enfin on retrouve la 4090 toute seule, puisqu'elle n'a pas de concurrente, et comme on peut le voir, bon, c'est celle qui offre les meilleures performances, hein, que ce soit en rasterisation ou avec le ray tracing, donc c'est vrai qu'elle n'a pas l'air de souffrir énormément. Et grosso modo, bon, on a l'air d'être environ 20% au-dessus de la 4080 Super et de la 7900 XTX, ce qui permet à la 4090 d'être souvent au-dessus des 100 fps en 4K, là où les deux autres cartes fluctuent un peu plus, juste en dessous des 100 fps de moyenne. Alors après toutes les vidéos, petit récap avec des graphiques en 1080p. Bon, c'est là où j'ai testé le plus de cartes graphiques. Ce qu'on peut voir, ben, c'est qu'effectivement, les cartes d'Nvidia semblent légèrement avantagées au global. Puisqu'en dehors de la bataille, 7700 XT et 4060 Ti qui est légèrement à l'avantage de la 7700 XT, eh bien on peut voir que les cartes d'Nvidia sont globalement un petit peu plus à l'aise. Parce que par exemple, la 3060 Ti s'en sort vraiment très bien. On est devant la 4060, on est devant la 7600 et même la 6700 XT. Et on voit que la 3060 s'en sort vraiment très bien également, puisqu'on est devant la 1080 Ti, la 6600, l'Arc A770. Et on voit que même la 2060 arrive presque au même niveau que l'Arc A770 ou la RX 6600.
Donc très clairement, pour les petites cartes, les drivers Nvidia font le café ici. En 1440p, alors ce qui est intéressant de noter, c'est que comme on l'avait vu dans les vidéos, effectivement, au niveau des 1%, les cartes d'AMD ne sont pas aussi bonnes que les cartes d'Nvidia sur ce jeu-là. C'est rigolo puisque c'était l'inverse sur Forbidden West qu'on a vu il y a quelques jours. Par contre, c'est vrai qu'en ce qui concerne AMD, RDNA 3 et particulièrement Navi 31 semblent avoir plus de problèmes au niveau des 1% que Navi 32. Puisqu'on voit que la 7800 XT se maintient un petit peu mieux, on avait vu que la 7700 XT ça allait, on avait aussi vu que les puces monolithiques en RDNA 2 s'en sortaient relativement correctement, ça semble vraiment être un problème avec Navi 31. Et en 4K, c'est un petit peu la même chose en ce qui concerne RDNA 3 par rapport au RTX 4000 ici. Au niveau des 1%, c'est moins bon pour les cartes d'AMD. Petit détour du côté des processeurs en 1080p uniquement, là c'est le test dans la ville qu'on avait vu au début de la vidéo, c'est effectivement le 14700K qui s'en sort le mieux par rapport au 7800 X3D. Et dans l'ensemble, les chutes de FPS étaient quand même moins pires avec le 14700K, même si elles sont toujours bien présentes, ça passe mieux, puisqu'on descend, je dirais, uniquement à 40 FPS, là où avec le 7800 X3D, on descend aux alentours des 30. Et c'est assez intéressant de voir que ce sont les X3D ici qui souffrent le plus, puisque que ce soit le 14700K ou le Ryzen 3600, je dirais qu'ils perdent la moitié de leur performance au niveau des 1%, là où les X3D vont perdre quasiment 2 tiers. Donc au niveau du ressenti, c'est moins pire avec ces deux processeurs-là. Donc une fois n'est pas coutume, ici, avec les X3D, c'est pas terrible. Petit détour du côté de la qualité d'image maintenant, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait au niveau du temporal anti-aliasing et des différents upscalers sur le titre. Alors comme on peut le voir, il y a deux modes de rendu sur le RE Engine, il y a le mode interlaced et le mode progressive. La plupart du temps, je trouve le rendu avec le mode progressif meilleur, principalement sur tout ce qui est herbe, ou comme là, le champ de blé derrière. Par contre, le mode progressif est un petit peu plus gourmand en ressources, mais il n'est pas forcément activé par défaut avec les différents modes de qualité. Et au niveau des presets du jeu, c'est pas très clair non plus, puisque par exemple, si on met le mode détail élevé en 1440p, ça va forcer le mode interlaced, alors qu'en 1080p, ça va mettre le mode progressif. Pour des raisons, je dirais, de constance, j'ai mis le mode interlaced pour tous les tests avec le TAA natif. Mais bon, comme on peut le voir à l'écran ici, c'est quand même beaucoup mieux avec le mode progressif. Sinon, c'est vrai qu'au niveau de la stabilité de l'image, on peut voir qu'autour du personnage, on a un genre de halo noir quand on passe devant le champ de blé au niveau des cheveux et tout ça. Et on retrouve celui-ci, que l'on soit en natif ou avec les upscalers. Et j'ai quand même envie de dire que globalement, sur le titre, je préfère le rendu avec les upscalers que le TAA natif que je trouve pas vraiment terrible. Et comme on peut le voir ici, alors que ce soit avec le DLSS ou le FSR, on retrouve toujours ces artefacts. Par contre, comme bien souvent, avec le FSR, au niveau du champ de blé et au niveau des herbes, on voit que ça scintille légèrement, là où le DLSS est quand même un petit peu plus stable au global. Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans beaucoup de jeux. Et c'est vrai que le TAA de base du jeu peut être vraiment très moche à certains endroits. Comme on peut le voir là dans la forêt, c'est un petit peu une bouillie de pixels au niveau des herbes, au niveau de ce qui se passe au loin et tout ça. C'est pas stable du tout, c'est pas hyper agréable. Et quand on désactive l'anti-aliasing totalement, ça fait plus ou moins la même chose. On voit que c'est une bouillie de pixels, et en plus de ça, maintenant, comme il n'y a pas de TAA, il n'y a pas de AA du tout, c'est vraiment pas agréable du tout à l'affichage. Et quand on regarde les mêmes scènes avec le FSR ou le DLSS, même si c'est pas parfait, je trouve le rendu quand même plus propre dans l'ensemble qu'avec le TAA de base. Donc c'est vrai que sur ce jeu-là, c'est mieux, à mon goût, d'utiliser les upscalers plutôt que le TAA natif. Je trouve le rendu juste plus agréable dans l'ensemble. Par contre, il y a des artefacts qui sont présents avec le TAA natif ou avec les upscalers, comme on peut le voir ici. Au niveau de l'arche à l'entrée du bâtiment ici, il y a une genre de traînée qui reste derrière, qui n'est pas vraiment très jolie. Alors là c'est en ralenti, mais c'est vrai que quand on passe devant on le voit aussi, en vitesse normale ça reste très moche, mais ça semble un petit peu mieux, un petit peu moins prononcé quand même avec le FSR comme on peut le voir ici, mais c'est quand même loin d'être propre, et j'ai même envie de dire ici que le FSR sur cet artefact là s'en sort un petit peu mieux, mais dans l'ensemble ça reste quand même très instable sur ce truc là pour tous les modes de rendu. Donc bref, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun mode de rendu qui est vraiment parfait sur ce jeu là. J'ai une préférence quand même pour le DLSS au global, même s'il n'est pas parfait non plus, il y a quelques bugs. Pareil pour le FSR, je le trouve meilleur que le natif sur ce jeu là. La bonne nouvelle quelque part, c'est que c'est le premier jeu de Capcom qui a une implémentation du DLSS, puisque jusqu'ici par exemple sur Resident Evil, il n'y avait que le FSR de disponible. Là au moins il y a le DLSS également. Moi personnellement je vous recommanderais d'utiliser
l'un ou l'autre des upscalers plutôt que le TAA. Après, à vous de voir ce que vous préférez, ça peut aussi dépendre de vos goûts. Enfin bref, vous l'aurez compris, hein, c'est quand même pas fameux tout ça dans l'ensemble, et c'est vrai que le jeu est quand même très lourd par rapport à ce qui est affiché à l'écran. Même avec les plus gros processeurs au carte graphique, on aura des soucis de performance ici, plus par manque d'optimisation qu'autre chose. Alors après, rien qui empêche le jeu d'être jouable, mais clairement, ça aurait pas dû sortir dans cet état. C'est pas le genre de problème qui m'empêcherait d'y jouer, personnellement, mais clairement, l'optique du jeu n'est pas finie, que ce soit sur console ou sur PC. D'autant plus que pour Capcom, je pense que le titre sert un petit peu de bêta-test pour le futur Monster Hunter Wilds au niveau du moteur, et clairement, on voit que le RE Engine n'était pas pensé pour de l'open world. Ça faisait quand même bien longtemps que j'avais pas vu une si mauvaise gestion processeur dans une ville, par certains côtés. Ça rappelle le patch next-gen de The Witcher 3, où les performances s'écroulaient en ville, mais on n'avait pas de stutter comme on en a ici, c'était quand même moins pire. Il y avait bien plus de PNJ en plus, donc la comparaison est quand même assez compliquée. Mais bon, c'est quand même assez décevant dans l'ensemble, puisque même si j'ai bien aimé ce que j'ai pu faire jusqu'ici dans le jeu, puisque ça ressemble beaucoup au premier Dragon's Dogma, on est quand même en droit d'exiger plus de la part de gros éditeurs comme Capcom. Repousser le titre d'un mois ou deux aurait quand même fait le plus grand bien, je pense, d'autant plus que l'année 2024 est pas méga chargée sur la première moitié. En dehors du DLC d'Elden Ring qui doit sortir pour fin juin, c'est vrai que jusque-là, le calendrier est quand même plutôt vide. Donc il n'y avait pas vraiment de rush à avoir pour la sortie du jeu, même si parfois c'est plus au niveau de la distribution et tout ça qui sont un petit peu coincés pour repousser au dernier moment. Ça aurait peut-être été préférable ici. Mais bon, du coup on s'attend à voir plusieurs patchs déboulés pour améliorer les choses. Capcom l'a déjà annoncé puisqu'ils ont déjà fait un mot d'excuse en ce qui concerne les performances du jeu et d'autres trucs également, ou pour expliquer un petit peu les différentes microtransactions. Mais c'est vrai que là, ça aurait dû être mieux que ça. Et c'est vrai que de voir le jeu dans cet état-là, après avoir justement benché Horizon Forbidden West, ça fait quand même un petit peu mal au cul, puisque c'est vrai que Horizon, graphiquement parlant, est quand même un bon cran au-dessus, même si c'est pas exactement le même type de jeu et tout ça, c'est pas comparable, mais c'est vrai qu'il tourne beaucoup mieux, et sur des configs beaucoup plus modestes aussi. Là, ça pique un petit peu quand même. Et puis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez donner de la force à la chaîne, il y a les machins de YouTube, et il y a aussi la page Ko-fi de la chaîne, si vous voulez m'aider plus directement. Énorme merci à tous les contributeurs, comme d'habitude, ça m'aide vraiment beaucoup. Sinon, on se retrouve aussi très bientôt pour d'autres vidéos, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!